Eh bien, on va recevoir Sophie Coignard, si vous le voulez bien, qui sort l'Omerta 2002. Elle va nous raconter ce qu'il y a dans son bouquin. C'est quelques révélations, puisque maintenant, il paraît que ça va sortir chaque année. Auparavant, on va récapituler pour José Bové. Ce qu'était l'Omerta d'il y a 2 ans s'appelait Rapport Omerta. Merci à tous les deux. Merci. Alexis Trégarot. Sophie Coignard, vous êtes journaliste au Point. Alexandre Wickham, à côté de vous, vous êtes éditeur et vous signez ensemble chez Albin Michel l'Omerta française, un ouvrage qui va vous attirer beaucoup d'inimitiés et peut-être même des procès. Effectivement, Bernard Pivot avait vu juste. Il y a 2 ans sortait l'Omerta française, un véritable brûlot vendu à 180 000 exemplaires, dans lequel Sophie Coignard dénonçait, révélation sulfureuse à l'appui, la connivence entre le monde politique et les médias. Les coucheries d'Alain Juppé et de Jacques Chirac avec certaines journalistes, l'étouffement par François Bayrou d'affaires pédophiles dans l'éducation nationale, ou encore Jack Lang qui se paie maison et appartement avec les fonds secrets, Sophie Coignard balançait gaiement et se faisait à l'époque quelques amis. Je suis citée dans le livre et je n'ai jamais été appelée par ces auteurs. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire que d'être journaliste, mais je crois qu'il faut recouper ses sources. Et Madame Coignard s'inscrit dans ce mouvement d'hystérie collective. Les puissants sont tous des pourris et il faut tous les lyncher et ils n'ont pas de droit. Moi, je trouve ça consternant. Il y a une espèce de corporatisme. Des critiques auxquelles Sophie Coignard est habituée, déjà auteure de 3 livres tout aussi polémiques avant l'Omerta. La journaliste a ses détracteurs, mais elle a bien aussi quelques adeptes. Il faut accepter, je veux dire... Accepter quoi ? D'être remis en cause, d'être critiqué, bien sûr. Il faut accepter qu'on critique les médecins, les pharmaciens, les pompiers, aussi les journalistes. Sophie Coignard, vraiment, typiquement, elle fait partie de ces trop rares journalistes qui privilégient la dimension technique. On prend les informations et on déconstruit des systèmes. Et ensuite, on raconte. Et sur l'ensemble d'une carrière, d'une masse d'articles, de bouquins, etc., je trouve que ça force le respect. C'est pas convenable. Voilà, je crois que pourtant reconnue sérieuse, donc, Sophie Coignard sera tout de même condamnée 3 fois par les tribunaux pour diffamation. Autre procès, mais par ses pairs cette fois, qui lui reprochent l'hypocrisie de sa démarche. D'un côté, jouer les mères la morale, de l'autre, faire dans le croustillant pour vendre du papier. Donner des noms de maîtresses de Jacques Chirac dans les années 70, donner des noms les amants de Claude Chirac aujourd'hui. Est-ce que ça a une influence sur la vie politique ? C'est tout le premier chapitre. Non, c'est pas du tout le premier chapitre. Et simplement... Alors, j'ai lu un autre livre, alors. Sophie, qui vient quand même d'un grand hebdomadaire, a été très modérément soutenue par son entourage professionnel. Et ne serait-ce que ça, ça en dit long sur la difficulté d'aborder ces sujets. Il y a quand même un phénomène d'autocensure qui est incroyable en France. Et c'est vrai que 80% des journalistes français sont des attachés de presse qui s'ignorent, vraiment. Une tentation dont Sophie Coignard semble être immunisée. Il y a 15 jours, elle récidivait et sortait Rapport Omerta 2002. Pour son éditeur, publier ce type d'enquête, c'est d'abord résister à beaucoup de pression. Et les intéressés, quand ils entendent parler, quand ils savent qu'ils vont être dans un livre de ce genre, ils ne prennent jamais leur téléphone. Par exemple, un de nos avocats a été contacté par un autre avocat. Et cet avocat nous a fait dire qu'il fallait qu'on fasse très attention à ce qu'on allait écrire sur eux, le groupe des avocats de l'Élysée impliqués dans les affaires du RPR. Sans plus. Voilà, donc ça nous arrive par un filtre. Donc à la limite, si on dit, on jure à la pression, ils vont dire mais c'est n'importe quoi, Albin Michel fantasme. Mais enfin, le message est passé. Eh bien, effectivement, Et c'est peut-être à cause de ces petits messages, mais aussi de tout un arsenal juridique protégeant la vie privée, qu'Omerta 2002 apparaît moins virulent que le premier. On se demande alors si, comme ses confrères qu'elle dénonce, Sophie Coignard nous cacherait pas certaines choses. Bien sûr qu'elle n'a pas dit tout ce qu'elle savait. Mais alors, Sophie Coignard, vous aussi, vous êtes atteinte de l'Omerta. Bonsoir. Je vais essayer de faire mon possible pour démentir ce que vous dites. Ah bah c'est pas ce que je dis, c'est votre co-auteur qui dit ça. On ne peut pas tout dire. Mais est-ce que là, vous avez eu des pressions pour sortir l'Omerta 2002 ? Bien, comme le dit Alexandre Wickham, effectivement, il y a eu des avocats, petits groupes d'avocats, vous savez, qui essayent de faire des stratégies pour Jacques Chirac, etc., qui ont fait savoir à notre avocat qu'il fallait vraiment qu'on pèse nos mots, qu'on fasse très attention. Mais ça a une incidence sur ce que vous avez fait ou pas du tout, vous en foutez ? On a bien relu, quoi, quand même. Et est-ce que vous avez évité de sortir un certain nombre d'informations ? On n'a pas... on réécrit. C'est-à-dire que souvent, c'est pas un travail qui consiste à... Enfin, on évite... moi, je ne veux pas enlever des pans entiers sous la pression. Ouais, donc parce que c'est horrible. Enfin, je veux dire, sinon, c'est pas la peine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un secret de polichinelle comme il y avait Mazarine il y a quelques années ?
que vous savez que vous ne pouvez pas écrire à cause de la pression, à cause de l'omerta d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des secrets de Polichinelle. Les secrets de Polichinelle, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se racontent dans les conférences de rédaction de tous les journaux. Ah ben c'est ce que vous dénonciez l'autre fois. Oui, bien sûr. Et là, il y en a un aujourd'hui? Là, ce soir, non, pas parti. Enfin, regardez ce qu'il dit, Alexandre Wickham. Regardez ce qu'il dit. Lui, il dit qu'il y en a un, mais que vous ne pouvez pas le balancer. Il y a un exemple comme Mazarine en ce moment. C'est-à-dire toute la société médiatique est au courant de quelque chose, mais ça ne sort pas. C'est difficile comme question. Oui, un de même nature que Mazarine, disons sur les aventures sentimentales de haute personnalité au pouvoir, maintenant ça commence à filtrer, et même les femmes, les épouses commencent à en parler à mots couverts. Donc, mais les choses ne sont pas encore dites. On ne peut pas les dire. Et même dans l'édition, il y a une espèce d'autocensure. Or, ces phrases ont quelquefois des conséquences sur la vie publique, sur les finances publiques. On l'a vu sous Mitterrand. On parle de l'actuel président de la République, bien sûr. On parle de l'actuel. Alors, vous vous retenez? Pas vraiment, je crois pas. Vous avez opiné du bonnet quand même, hein, vous avez fait quand il a dit... Non, mais simplement, oui, pour une raison simple, c'est qu'il y a en France une loi très simple qui dit toute personne a droit au respect de sa vie privée. Règle à laquelle je souscris absolument. Ce que vous n'aviez pas complètement fait dans le premier bouquin, quand vous racontiez les histoires de Nicolas Sarkozy avec Claude Chirac. Non, mais ce qui se passe, c'est que simplement, moi je pense qu'il y a des choses qui n'appartiennent pas à la vie privée. Ah bah oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une espèce de zone grise. Aujourd'hui, dans la zone grise, il y a des choses que vous voulez balancer? Bon, non, en général, quand je sais, j'essaye de dire, mais je dis avec prudence, car sinon, vous êtes condamné. Et vous êtes condamné d'emblée, car vous n'avez même pas le droit d'apporter la preuve de ce que vous dites. C'est ça la loi française. Vous atteignez la vie privée. C'est-à-dire, si vous dites, je pense qu'il y a des cas où, effectivement, la vie privée n'est plus privée. Enfin, il n'y en a pas 36, il y en a 2. Le premier, c'est le cas où les affaires publiques et les affaires privées sont mélangées, et où, effectivement, il y a un certain nombre d'affaires qu'on n'explique pas. On l'a vu, Dumas de Viejoncourt, c'est le cas emblématique. Vous pouvez difficilement l'expliquer si vous n'entrez pas dans la vie privée des gens. Donc, c'est un problème, et il faut le régler. Et puis, l'autre cas, ça concerne la manière dont les personnages publics utilisent leur vie privée quand ça leur rapporte et quand ça les intéresse. Bien compris. Alors là, dans l'Omerta 2002, qu'est-ce que vous balancez? Parce que c'est vrai que certains disent, et pour l'avoir lu, c'est moins fort que celui d'il y a 2 ans. Parce que là, vous parlez de la légionellose à l'hôpital Pompidou, les billets d'avion de Chirac, les malheurs du Jalfen. Pas que de ça, mais ça, c'était quand même dans la presse toute cette année. Donc, qu'est-ce que vous dénoncez qui vaut le coup de l'acheter, votre bouquin, et que vous n'avez pas pu écrire? Je vais essayer de faire un article rapide. Eh bien, ouais. C'est la télé. Finalement, on raconte la même chose depuis le début de l'émission. Non, simplement, c'est vrai que l'idée on voudrait faire un rapport annuel, c'est-à-dire que je ne le fais pas toute seule. Il y a un certain nombre de journalistes d'investigation qui travaillent avec moi. On essaie de prendre un certain nombre de thèmes qu'on considère comme forts, sur lesquels on considère qu'il y a eu une omerta, ou sur lesquels on considère qu'il y a eu des faux semblants. Et puis, on essaye de fouiller et de faire une enquête là-dessus. Pour vous parler de la légionellose, par exemple, ça nous a intéressés parce qu'après les événements du 11 septembre, il y a eu un plan biotox qui nous a été annoncé à grand renfort, ce qui est très bien de faire de la prévention sur le bioterrorisme. Et puis, par ailleurs, on s'aperçoit que sur des choses qui sont très quotidiennes, comme la légionellose, qui est une maladie qui existe et pour laquelle il y a des malades, 5000 environ en France, et quelques morts chaque année, et bien là, on fait effectivement le silence total. Parce que ça nuit à des intérêts économiques, c'est-à-dire que ces petites bêtes se développent notamment dans les tours de climatisation, c'est-à-dire dans les grandes boîtes de la Défense, etc., qui n'ont pas vraiment intérêt à se faire de la contre-pub là-dessus. De la contre-pub là-dessus. Donc, vous avez enquêté là-dessus Donc, on a enquêté là-dessus. On s'est aperçu que le ministère de la Santé, les autorités sanitaires françaises étaient les dernières en Europe à cacher les lieux où se passe la légionellose, les cas de légionellose, la manière dont ça se passe. Quoi d'autre? On s'est intéressé par exemple à ce phénomène de la nouvelle économie, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui se sont fait plumer parce qu'on leur a expliqué qu'il fallait qu'ils achètent du Liberty Surf, du machin e-truc, etc. Et puis finalement, ils ont vu leurs actions ne plus rien valoir. Et ce qui nous a intéressé, c'est de voir si tout le monde y avait vraiment perdu. Et on s'aperçoit qu'évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas. Qui a gagné? Les banques d'affaires, notamment, qui ont pris des commissions énormes. Tous les gens qui récoltaient des fonds pour c'est-à-dire les fonds de capital risque, qui sont souvent des filiales des banques, et qui incitaient, qui poussaient la roue, parce qu'ils touchent 6% à chaque fois. Ouais, le client perd, mais la banque gagne. Quoi. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la bulle financière n'a pas éclaté pour tout le monde. Alors, c'est déjà un best-seller. Ça veut dire qu'il y en aura un chaque année, comme ça? C'est ce qu'on espère faire. Chaque année, vous réenquêtez et vous
balancer. On essaye, oui, enfin vous pouvez le dire comme ça. Vous le dites comment? Mais pourquoi vous le faites dans un bouquin et pas dans la presse? Qu'est-ce qui vous en empêche? Mais parce qu'on a une liberté bien supérieure en le faisant dans un livre. Vous êtes sûr de ça? Ah oui, j'en suis certaine. C'est pas juste un argument de vente, ça? Bah, écoutez, si c'était un... Aujourd'hui, c'est un best-seller, donc ça marche. Hein, donc, oui, bien sûr. Mais non, je pense que simplement, d'abord, ça permet... On a 1 an devant nous. C'est-à-dire que ça laisse les gens qui travaillent avec moi... Ils peuvent bosser, quoi. Ont 1 an pour enquêter, donc c'est un plus formidable. C'est comme ça enfin, je crois que c'est comme ça que j'arrive aussi à sortir des trucs. Oui, puis à les motiver pour sortir des choses. C'est que c'est un temps d'enquête qu'ils n'ont pas dans leurs journaux. Pas de procès avec leur enquête aujourd'hui sur l'Omerta 2? Pour l'instant, non. J'ai pas perdu 3 procès. D'ailleurs, j'en ai perdu que 2. Jacques Lang. Jacques Lang et Guy Carcassonne, ancien conseiller de Michel Rocard. Et pour terminer, ça a servi à quelque chose, l'Omerta première édition? Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent? Le fait de les dénoncer, ça évolue. Par exemple, les fonds secrets qui ont été réglementés, vous pensez que c'est parce que vous l'avez balancé la première fois? Je pense que, enfin, je ne veux pas trop me donner d'importance, mais je pense que oui, je pense que le fait d'avoir parlé de ce tabou qu'étaient les fonds secrets a fait qu'on s'y est plus intéressé, qu'on a accepté d'en parler. Je pense que le mot d'Omerta est beaucoup plus passé dans la langue. Ça, c'est sûr. Et que d'une certaine manière, je crois qu'il y a des journalistes qui réagissent beaucoup plus maintenant en se disant, tiens, là, il y a une Omerta, on va y aller voir. En tout cas, c'est ce que j'espère. Le reste, c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Sophie Coignard. Merci. On va rappeler...